La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement sur des sujets européens. La parole est à monsieur Pierre Lequillier. Monsieur le Premier ministre, au lendemain du référendum sur le Brexit, François Hollande annonçait pour la énième fois que la France serait à l'initiative pour que l'Europe se concentre sur l'essentiel, et en particulier l'harmonisation fiscale et le renforcement de la zone euro et de sa gouvernance. Aujourd'hui, toujours rien. La vérité, c'est que François Hollande parle, bavarde beaucoup même ces temps-ci, mais ne s'occupe pas des véritables enjeux. La vérité, c'est que l'influence de la France en Europe a fortement reculé depuis 4 ans. La tâche est immense, certes, mais urgente, face aux nombreuses crises que traverse l'Europe. Quand, avec l'Allemagne, doterez-vous la zone euro d'une gouvernance économique avec harmonisation fiscale, d'une politique industrielle et d'une politique énergique commune? Quand, devant la crise migratoire, vous engagerez-vous vers une modification en profondeur du système de Schengen, aujourd'hui effondré, en le dotant, comme nous le proposons, d'une direction politique, en harmonisant au préalable les politiques d'asile et en renforçant considérablement Frontex pour protéger efficacement les frontières extérieures de l'Europe? Quand serez-vous enfin clair sur le fait que la Turquie n'a pas vocation à entrer dans l'Union européenne? La France a, depuis la création de l'Europe, toujours contribué à faire avancer le grand projet européen. Depuis 2012, François Hollande n'offre aucune vision pour elle. Et dans les faits, c'est vers l'Allemagne que les regards de nos partenaires sont tournés. Le Brexit est un séisme, devrait vous appeler au sursaut. Quand le président de la République mettra-t-il sur la table du Conseil européen des propositions concrètes pour répondre aux nombreuses crises que traverse l'Europe? Merci, monsieur. La parole est à monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Pardon, monsieur le président. Monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le président Quillier, c'est des sujets que vous connaissez bien, que vous traitez régulièrement, mais j'ai déjà eu l'occasion de vous répondre parce que vous connaissez bien ces sujets, parce que vous êtes un Européen convaincu. Je suis toujours étonné, non pas du ton, mais de la caricature de votre question concernant l'engagement et la politique du président de la République ou du gouvernement sur les questions européennes. Oui, l'Europe, ça on peut très vite se mettre d'accord sur le constat, est à la croisée des chemins et elle est menacée même de délitement, de disparition aux yeux de l'histoire. Le Brexit, la menace terroriste, la crise des réfugiés, les tensions au sein même de l'Union européenne entre les anciens pays de l'Est, les anciens pays de l'Ouest, entre le Nord et le Sud. Nous le savons que ces crises existent et il faut en appeler en effet à un sursaut, mais pas à travers la caricature, parce qu'enfin, vous savez, moi, je peux répondre de manière extrêmement précise. La zone euro, qui était en très grande tension en 2012, et je n'accuse pas le président de la République précédent d'en porter la responsabilité, a été aujourd'hui stabilisée. Si la Grèce est restée dans la zone euro, c'est grâce à l'initiative du président de la République François Hollande, alors même que, vous le savez, des voix s'élevaient en Allemagne pour faire en sorte que la Grèce sorte de la zone euro. Si notre politique, alors certains voudraient que ça aille beaucoup plus vite, mais si notre politique, notre vision sur la nécessité d'avoir davantage d'investissements d'avenir, aujourd'hui avec le plan Juncker, d'avoir une autre gouvernance en effet de l'euro, un autre rôle et une autre politique de la Banque centrale européenne, je l'avais dit à cette tribune au moment du discours de politique générale. Si cette vision, ces politiques qui sont d'ailleurs plutôt françaises, quelles que soient les majorités, sont aujourd'hui au cœur des débats, si pour certaines d'entre elles, elles sont mises en œuvre, c'est parce que la voix de la France compte. Si nous aurons l'occasion de l'évoquer pour la crise ukrainienne qui menace l'est de nos frontières, les frontières est de l'Union européenne, si aujourd'hui, malgré toutes les difficultés, il y a des solutions qui sont recherchées, c'est parce qu'il y a une initiative commune du président de la République et de la chancelière Merkel, qui se retrouve d'ailleurs
ce soir avec les présidents russes et ukrainiens à Berlin. Sur la question des réfugiés, qu'on ne règle pas comme ça par une caricature ou par une seule question, parce que nous savons que c'est particulièrement difficile, mais ce sont les positions de la France défendues par Bernard Cazeneuve sur le PNR ou sur les gardes-frontières qui aujourd'hui sont mises en œuvre. Est-ce que c'est suffisant? Non, il faut évidemment aller plus loin, et parce que je crois que l'Europe c'est une question de frontières, il faut ces protections aux frontières communes de l'Europe. Vous me parlez de la Turquie, oui, moi je crois qu'il faut des clarifications sur la Turquie. Mais enfin, ne soyez pas caricatural. C'est sous la présidence de Nicolas Sarkozy que 11 chapitres sur la Turquie ont été ouverts. Et je voudrais rappeler que les positions parfois ambiguës vis-à-vis de la Turquie ne datent pas d'hier. Et en tout cas, le président Jacques Chirac les incarnait, je crois, avec un certain talent. Donc sur tous ces risques majeurs qui existent, sur tous ces risques majeurs, il faut que nous avancions. Jean-Yves Le Drian aura l'occasion d'y revenir. Mais enfin, s'il y a des initiatives difficiles, je le reconnais, en matière de défense, c'est parce que précisément, et l'Allemagne et la France, sous l'impulsion du ministre de la Défense, avancent sur ces questions-là. Donc, nous aurons l'occasion d'y revenir. Oui, il faut un débat sérieux, précis, parce que l'Europe est en danger. Oui, beaucoup va passer par le couple franco-allemand, mais je pense qu'il faut sortir des caricatures et je suis convaincu que sur ces questions, les uns et les autres, si nous oublions les primaires et les débats primaires quand il s'agit de la politique, nous pourrions avancer intelligemment ensemble. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Madame Marietta Karamanli. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. L'Union européenne est confrontée aujourd'hui à plusieurs défis majeurs. Préserver sa production d'une concurrence déloyale, ne respectant pas toujours de minima sociaux et ou environnementaux. Protéger ses ressources d'entreprises géantes qui y font leurs affaires mais qui ne paient pas ou peu d'impôts. Maîtriser les migrations. Donner plus de force à sa police et à sa défense pour assurer la protection de ses citoyens contre les agressions portées en son sein. Il est clair que les réponses ne peuvent être que continentales pour être le plus efficaces. Sur tous ces sujets, Monsieur le Premier ministre, l'Europe n'est pas le problème, mais bien la solution. Certes, il peut être tentant de s'en tenir à une orientation très libérale ou peu volontariste. Mais le défi est bien celui des grandes politiques publiques, industrielles et fiscales, de droits sociaux, de police et de défense, favorables au plus grand nombre, une Europe qui rassure, une Europe qui va de l'avant. Sur tous ces thèmes, il est temps de prendre de nouvelles initiatives, de faire partager une vision politique qui ne soit pas l'addition de mesures techniques, qui n'ait pas immédiatement de sens pour nos compatriotes et qui n'en ont pas davantage pour les autres citoyens européens. Monsieur le Premier ministre, ma question est simple. La France entend-elle profiter de ce moment de doute pour proposer plus d'espérance, plus de protection, plus de partage efficace entre les 27 États membres de l'Union européenne qui attendent profiter de leurs forces communes pour protéger et avancer ensemble? Merci. Merci, Madame Karamanli. La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Madame la députée, chère Marietta Karamanli, dans le monde d'aujourd'hui, en effet, il faut des régulations, il faut des organisations. Et l'Europe, c'est d'ailleurs son projet initial, doit pouvoir jouer ce rôle. Est-ce qu'elle le joue aujourd'hui? Ça dépend des sujets. Et soyons parfois aussi positifs. J'aurais pu le dire au président Lequillier il y a un instant. Prenons deux sujets. Le premier, c'est celui sur l'environnement, sur les suites de la COP 21. Si aujourd'hui la COP 21 va être approuvée, et nous aurons l'occasion de le célébrer dans quelques semaines à Marrakech, c'est grâce à l'Europe, c'est grâce d'ailleurs au travail de la Commission, et c'est grâce plus particulièrement à la France. Donc réjouissons-nous de ce point de vue-là du rôle de l'Union européenne pour l'adoption de la COP 21 et de, évidemment, ce défi considérable qui consiste à lutter contre le réchauffement climatique. Deuxième sujet, parce que vous avez eu raison, nous sommes favorables au libre-échange, mais pas à n'importe quelles conditions. C'est la voie de la France, et notamment à travers celle du secrétaire d'État Matthias Fekl, qui a défendu une position intransigeante et aujourd'hui négative vis-à-vis des négociations entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique. Parce que là, ça n'est pas notre conception. Ça n'est pas notre conception du libre-échange et des accords commerciaux.
L'Europe, c'est aussi un espace de civilisation. Ce sont des frontières, c'est un espace de civilisation avec des progrès que nous devons défendre et qui malheureusement sont remis en cause, y compris au sein même de l'Union européenne. Dans ces droits, il y a bien sûr l'abolition de la peine de mort, mais il y a aussi la défense d'un droit que nous considérons comme essentiel, qui est l'interruption volontaire de grossesse. Et nous avons déjà eu l'occasion de le dire avec Laurence Rossignol, nous sommes félicités des choix qui ont été faits enfin par les Polonais sur ces questions-là. Et puis il y a un autre droit, c'est le droit d'asile. Alors la maîtrise des migrations, c'est difficile. Vous savez quelle a été ma position concernant la politique de l'Allemagne que nous respectons, mais qui n'est pas la même que celle de la France sur l'accueil des réfugiés. Mais le droit d'asile, lui, c'est un droit qui est incontournable, qui est universel, que nous devons faire vivre, et nous aurons aussi l'occasion, dans un instant, de parler de Calais. Enfin, l'Europe, c'est un projet pour le monde, c'est un projet pour la jeunesse. Et s'il y a une nouvelle frontière pour l'Europe, plus que jamais, c'est la Méditerranée, c'est l'Afrique, qui est le continent d'avenir, parce que c'est là où il y a les grands enjeux de demain, enjeux démographiques, enjeux culturels, enjeux religieux, enjeux sécuritaires, enjeux économiques. Et si la France et l'Europe doivent avoir un seul projet, il y en a évidemment bien d'autres, c'est bien celui-ci. Alors, fort de ces valeurs fondamentales, dans un monde qui a totalement changé, qui n'est plus celui de Yalta, oui, moi je suis convaincu que la France, sa parole, son action sont essentielles pour que l'Europe, plus que jamais, soit notre avenir. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur Joël Giraud. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture et a trait à un sujet que l'on peut analyser comme une surinterprétation des textes européens, un mal français qui n'est ni de gauche ni de droite, mais qui contribue à faire détester l'Europe. Le dernier exemple en date concerne les normes phytosanitaires et leurs conséquences sur l'agriculture française. Et je veux associer en particulier mes collègues Sylvia Pinel, Janine Dubié, Dominique Orliac et Jacques Krabal à cette question. Nous sommes très attachés à une prise en compte des enjeux de sécurité alimentaire et de santé publique. Nous saluons les avancées considérables et régulières effectuées par le Parlement, le gouvernement et les acteurs concernés pour encadrer et limiter l'utilisation des produits néfastes pour les paysans, les habitants et l'environnement. Mais nous ne voulons pas que des surréglementations dogmatiques puissent pénaliser inutilement nos paysans et mettre en péril la ferme France. Or, le premier projet d'arrêté qui a circulé sur les normes phytosanitaires semble relever de cette catégorie. En ajoutant les fossés, les bosquets et les forêts aux cours d'eau, ce qui n'est le cas dans aucun pays d'Europe, dans la référence des largeurs de zones non traitées qui peuvent atteindre 50 mètres, il restreindrait la surface traitable et donc, dans nombre de cas, cultivable de manière considérable, voire même à peau de chagrin dans les zones de montagne où de petites parcelles séparées par des rigoles sont la norme, surtout lorsqu'il s'agit d'arboriculture. L'arrêté ne doit pas non plus abandonner l'échelle de Beaufort pour la mesure du vent, échelle basée sur le bon sens qui manque parfois tant, au risque sinon d'imposer à nos paysans de traiter avec un anémomètre sur le tracteur et à l'arrêter à chaque fois qu'une rafale dépasse 19 km à l'heure. De telles dispositions réglementaires seraient d'autant plus déconcertantes qu'elles reviennent en les contredisant sur des dispositions législatives votées à plusieurs reprises par le Parlement, comme la loi d'avenir de l'agriculture ou la loi biodiversité. Hier, le comité de rénovation des normes en agriculture se réunissait pour rendre un avis sur ce projet d'arrêté. Pouvez-vous, Monsieur le ministre, nous dire où le gouvernement en est de ses réflexions à ce sujet ? Car nous devons et nous pouvons dépasser une opposition stérile et idéologique entre exigences environnementales et nécessité de renforcer la compétitivité de l'agriculture française. Merci, Monsieur Giraud. La parole est à Monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Monsieur le Président, Monsieur le député, je comprends que vous posez une question et vous avez déjà, semble-t-il, la réponse, puisque vous avez en main un arrêté qui aurait été déjà décidé, donc appliqué, sur lequel vous me posez un certain nombre de questions, mais quel est cet arrêté? D'où vient-il? Est-ce qu'il a été signé par le ministre de l'Agriculture? Je ne le crois pas, et vous le savez d'ailleurs. Donc si on doit avoir un débat serein, c'est évidemment pour ne pas avoir de surtransposition européenne en France. Ça a toujours été ma position. Je rappelle, vous ne le rappelez pas, que sur les SIPE, par exemple, que ce soit porcin, volaille, nous avons remis ce qui était effectivement une surtransposition avant que nous arrivions. La logique a toujours été la même. Aujourd'hui, je vous le dis, il y a des lignes directrices qui sont mises en place au niveau européen et qui datent de janvier 2016 sur toutes les nouvelles autorisations de mise en marché. Ça, vous êtes d'accord, on va le respecter. Elle date de janvier 2016. Et je rappelle que si nous sommes en discussion sur cet arrêté, c'est parce qu'une association de producteurs de pommes et de poires a été saisir le Conseil d'État et nous a mis dans la situation de renégocier tout ça.
ce n'est pas de la responsabilité du gouvernement. J'ai toujours été clair. Il y aura donc une application qui vise à développer les productions, qui vise aussi à protéger les populations, parce qu'il faudrait m'expliquer autrement comment on peut faire, et en même temps qui respecte le travail des agriculteurs. C'est sur cette base-là qu'il y aura un arrêté qui sera conforme aux lignes directrices à l'échelle européenne, même si toutes les autorisations mises en marché qui vont être faites depuis janvier, il y a celles qui dataient d'avant. Il faut qu'on soit capable de coordonner l'ensemble de ces dispositifs et de le faire avec le souci, vous l'avez d'ailleurs très bien dit, de respecter l'environnement et de respecter aussi la santé de nos concitoyens. Et en même temps, surtout, le travail aussi des agriculteurs. Merci. La parole est à monsieur Marc Dolay. Monsieur le Premier ministre, je souhaite vous interroger sur les accords de libre-échange que l'Union européenne négocie avec les États-Unis, le TAFTA, et avec le Canada, le CETA. Concernant le TAFTA, vous avez déclaré le 28 juin dans cet hémicycle que le texte n'était pas acceptable. Ma première question est donc simple. Quelles initiatives la France a-t-elle prises ou va-t-elle prendre pour mettre un terme aux négociations? Le CETA, quant à lui, n'est pas plus acceptable, car la négociation avec le Canada est tout aussi opaque sur la forme et néolibérale sur le fond. Déréglementation des normes sociales, écologiques et alimentaires, soumission des États au marché, sans compter de nombreuses zones d'ombre qui font de ce texte de 1600 pages un véritable chèque en blanc. Et pourtant, Monsieur le Premier ministre, vous l'avez qualifié d'équilibré et de gagnant-gagnant. Alors que, par exemple, les multinationales américaines de l'agroalimentaire, ayant une filiale au Canada, pourront profiter de l'accord pour mieux pénétrer et inonder le marché européen. Après l'échec hier du Conseil des ministres du Commerce, c'est ma seconde question. La France entend-elle tirer les leçons de la négociation et renoncer en toute cohérence à soutenir le CETA? S'engage-t-elle aussi à s'opposer à toute application du traité avant même une hypothétique ratification des parlements nationaux? Merci, monsieur Dolay. La parole est à Matthias Fekl, secrétaire d'État chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Marc Dolay. D'abord, je vous remercie de votre question. Nous sommes clairement à la fin d'un cycle en matière de politique commerciale. Après 30 années de suppression des règles, de néolibéralisme, de promesses d'emploi et de croissance qui, il faut le dire, n'ont souvent pas été au rendez-vous, l'Union européenne a aujourd'hui l'ardente obligation de réinventer sa politique commerciale et de s'affirmer comme une puissance commerciale qui défend les Européens et qui défend ses intérêts. C'est ce que nous faisons lorsque, et Monsieur le Premier ministre l'a rappelé, nous demandons, nous sommes à ce stade le seul pays en Europe à le faire, la fin pure et simple des négociations TAFTA qui vont clairement dans le mauvais sens et dont l'Europe n'a clairement rien à attendre. Sur les négociations avec le Canada, d'abord, il faut rétablir un certain nombre de vérités. Ces discussions sont achevées depuis 2 ans et la France s'est battue, même après la fin des négociations, pour obtenir un certain nombre d'avancées extrêmement importantes. D'abord, sur la ratification par les parlements. Je m'y étais engagé devant vous ici et avec Sigmar Gabriel, nous avons écrit à la Commission européenne avant l'été pour obtenir qu'il s'agisse d'un accord mixte et que vous, Mesdames et Messieurs les parlementaires, ayez le dernier mot sur cet accord. Nous nous sommes battus encore hier au Conseil européen de Luxembourg sur les sujets d'application provisoire. Et il est maintenant clairement acté au niveau européen que si les parlements s'opposent dans les pays à cet accord, y compris l'application provisoire devra être remise en question en suivant en cela les procédures européennes. C'est la première fois que la démocratie est à ce point-là respectée. Sur l'arbitrage, nous avons remplacé l'arbitrage privé pour la première fois par une Cour de justice commerciale internationale publique. C'est la France qui a porté cette initiative et je suis fier qu'elle ait abouti au niveau européen. Pourquoi les progressistes européens, y compris en Grèce de M. Tsipras, en Portugal du bloc des gauches, soutiennent cet accord? Parce qu'il pose des règles et qu'il protège l'économie européenne. Merci. La parole est à monsieur Gilles Savary. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt.
Monsieur le ministre, élu d'une circonscription agricole à dominante viticole et forestière, mais aussi d'élevage bovin, je réalise aujourd'hui sur le terrain combien l'orientation que vous avez imprimée à notre politique agricole vers l'agroécologie, ainsi que vers un rééquilibrage des aides de la PAC entre les cultures agro-industrielles et les cultures plus protectrices de l'environnement et des sols, est pertinente face aux nouvelles exigences environnementales et surtout face aux nouvelles aspirations de sécurité alimentaire des consommateurs et des néo-ruraux. Mais cette réorientation de la PAC, qui s'est notamment traduite sur le terrain par la création laborieuse d'un référentiel européen systématique du parcellaire éligible par voie satellitaire, n'a pas encore été totalement perçue par les agriculteurs eux-mêmes, qui ont notamment eu à déplorer les retards de paiement d'autant plus regrettables qu'ils ont traversé des crises de marché particulièrement anxiogènes pour leur avenir. Je vous interroge donc précisément pour savoir où en est la procédure de versement des aides de la PAC et sous quel délai nos agriculteurs peuvent raisonnablement envisager d'en disposer. Enfin, je souhaiterais savoir si la réorientation progressive des aides en matière de convergence, de verdissement et de bonus pour les petites exploitations que vous avez défendue, initiée personnellement et impulsée à Bruxelles, si elle est d'ores et déjà palpable dans les versements qui aujourd'hui sont en cours. Merci. La parole est à Monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Monsieur le Président, Monsieur le député, vous avez posé une question qui, au fond, va me permettre déjà de donner une information à l'Assemblée nationale. Nous avons regardé ce que donnerait la réforme de la PAC, et je vais revenir sur les questions ultérieures, donnerait en termes de répartition des aides, une fois qu'elle sera totalement mise en œuvre, avec deux mécanismes, deux impacts très précis, ou trois. Le premier, c'est la convergence des aides découplées, c'est-à-dire le fait qu'on rapproche les aides de manière générale et qu'on sorte des aides historiques. Et ce que vous avez appelé le paiement redistributif, le fait qu'on surprime les 52 premiers hectares. Si en 2013, nous étions à 54% des aides pour 20% des agriculteurs, en 2015, nous serons à 52% des aides pour 20% des agriculteurs. En 2019, à la fin de la mise en place de la politique agricole commune, nouvelle formule, 47% des aides pour 20% des agriculteurs. Je me souviens d'ailleurs, dans les débats que j'avais eus, au moment où je discutais dans les lycées agricoles, faisant mon BTS, sur les 80-20, 80% des aides vont 20% des agriculteurs. Au bout de cette nouvelle réforme, 47% des aides pour 20% des agriculteurs. Ça fait partie, je le crois, d'une répartition qui est meilleure, qui est plus en conformité avec les enjeux de la diversité du monde agricole. Deuxième point, sur le registre parcellaire graphique. Vrai sujet qui a été une obligation pour pouvoir éviter de payer des sanctions liées, je ne vais même pas rentrer dans les détails, Monsieur Jacob, liées à des erreurs qui avaient été faites dans le passé. J'ai assumé ce fait-là. Nous avons refait le registre parcellaire graphique. Aujourd'hui, nous allons rattraper l'ensemble des retards que nous avions avec une ATR, c'est-à-dire une avance payée sur le budget de l'État à 90% des aides de 2015 qui a été versée, c'est 5,2 milliards d'euros qui ont été versés, les soldes pour l'ICHN au mois de novembre et le solde entre 2015 et 2016 au début de l'année 2016, ce qui fera qu'en début 2016, nous aurons rattrapé et mis en œuvre la totalité de la nouvelle politique agricole commune. Monsieur le ministre. La parole est à Madame Marie-Jo Zimmermann. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, notre industrie automobile doit faire face à la concurrence des autres pays de l'Union européenne. Il faut donc la protéger en évitant de modifier trop brutalement la fiscalité, comme on le constate avec le diesel. Le groupe PSA vient d'annoncer des mesures de restructuration qui concernent plus de 2000 emplois et cela s'explique en partie par les mesures fiscales prises à l'encontre de ce diesel. Le diesel est pourtant l'un des points forts des constructeurs français automobiles. La plus grande usine de moteurs diesel au monde se trouve en France, à Trémery. Or, les investissements dans l'automobile sont très importants et ne s'amortissent que sur une période longue. C'est pourquoi la mission parlementaire sur l'automobile demande que l'alignement fiscal se fasse sur 5 ans, comme au minimum incompressible. Le ministre du Budget, d'ailleurs, avait accepté ce principe.
Les anciens diesels, je le concède, étaient polluants, mais il est regrettable qu'on s'appuie sur ceux-ci et sur le problème de Volkswagen pour justifier l'explosion de la fiscalité, d'autant que les constructeurs français ont considérablement amélioré les nouveaux moteurs et qu'aujourd'hui, un moteur diesel rejette 2 fois moins de gaz à effet de serre qu'un moteur à essence. Dans ces conditions, l'annonce de la ministre de l'Environnement en faveur d'un alignement fiscal sur 2 ans est une aberration économique. Notre industrie a besoin de temps pour adapter ses usines. Faute de cela, on risque de casser une dynamique et de poser un problème pour notre industrie automobile face au concert européen. Une fois de plus, Monsieur le Ministre, on est en présence d'incohérences gouvernementales. Monsieur le Premier ministre, je vous demande de me répondre clairement. La convergence fiscale entre le diesel et l'essence sera-t-elle étalée sur 5 ans ou sur 2 ans, faute de quoi le secteur automobile ne sera plus compétitif? Merci. La parole est à Monsieur Christophe Sirugue, secrétaire d'État chargé de l'industrie. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Marie-Jo Zimmermann. Un mot tout d'abord pour souligner le redressement de la filière automobile qui est un élément extrêmement important. Et pour ceux qui parfois s'interrogent sur le rôle de l'État dans le domaine industriel, je crois important de rappeler que c'est grâce à l'engagement qui a été fait auprès de PSA comme de Renault que nous avons ce redressement. Sur le point plus spécifique que vous évoquez, Madame la députée, je veux bien sûr rappeler combien cette convergence sur la fiscalité entre le diesel et l'essence est un élément important. Un amendement a été déposé par Madame Delphine Batho, qui a été d'ailleurs repris par la Commission des finances, et qui prévoit un alignement à 5 ans, ce que le gouvernement soutient pour que les choses soient claires par rapport à votre question très précise, à laquelle je réponds très précisément. Je précise par ailleurs qu'il y a bien évidemment dans cette décision à venir à la fois un enjeu environnemental, mais aussi un enjeu industriel, puisque je rappelle que cela permettra aux constructeurs finalement d'adapter leur production à égard de ces enjeux sur la motorisation diesel, de la même manière que cela permettra de ne pas subir une dédialisation trop importante qui pourrait venir perturber la production de nos constructeurs. J'ajoute que cela permettra aussi d'éviter un recul pour les constructeurs français au bénéfice de constructeurs étrangers qui ont des modèles hybrides et qui ont par ailleurs des productions low cost, de bénéficier de cette opération. Pour toutes ces raisons, Madame la députée, la décision en tout cas qui sera examinée sera favorable à l'amendement qui est proposé d'alignement sur 5 ans de cette fiscalité. Je vous remercie. Merci Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Sophie Errante. Oui, merci Monsieur le Président. Je souhaite m'adresser à Matthias Fekl, secrétaire d'État chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger. Ma question concerne l'AECG, l'accord économique et commercial global avec le Canada, en anglais CETA. Monsieur le Ministre, nous vous connaissons pour votre engagement clair en faveur d'accords commerciaux gagnant-gagnant, qui a d'ailleurs débouché sur votre souhait d'un arrêt des négociations sur le TAFTA avec les États-Unis. Vos auditions par la Commission des affaires économiques à ce sujet, vos argumentaires et vos réponses nous ont convaincus que la France et l'Europe pouvaient valoriser un tel accord. Il est souvent oublié que le Canada est un pays avec lequel nous commerçons et entretenons une histoire. 75% des 10 000 entreprises qui exportent vers le Canada sont des PME. Seuls 64% des exportations françaises entrent au Canada sans droit de douane aujourd'hui, alors que 97% de ces exportations pourraient être concernées après l'accord. Plusieurs secteurs pourraient être particulièrement bénéficiés de cet accord: les vins et spiritueux, le textile et l'habillement, les cosmétiques et les produits agricoles transformés. Pour avoir une vision d'avenir et parce que la position de la Belgique pourrait remettre en cause la poursuite de ces négociations, comment envisager que notre commerce extérieur soit porteur d'opportunités plutôt que de craintes? Comment protéger nos savoir-faire et les consommateurs? Interrogés sur nos territoires par les agriculteurs et les citoyens, il revient souvent dans leurs préoccupations, celle de l'information d'origine des produits, de la traçabilité des modes de production et du respect environnemental. Le commerce international est une chance pour notre pays et pour l'Europe, mais il doit être équilibré, transparent et réciproque. Quels sont les éléments, Monsieur le Ministre, que vous avez défendus pour que ces priorités soient respectées? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Matthias Fekl, secrétaire d'État chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger.
Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Sophie Errante. D'abord, merci pour vos propos. Vous l'avez rappelé, le commerce extérieur peut, lorsque les choses sont bien faites, être une opportunité forte pour notre pays. S'il y a aujourd'hui autant d'inquiétudes, c'est parce que nous arrivons au terme d'une période où beaucoup de choses ont été faites dans le laisser-aller, dans la suppression des règles. Et on a besoin aujourd'hui, dans la mondialisation, d'un retour des règles, d'un retour de la puissance publique et d'un retour de la capacité pour les choix démocratiques à se faire imposer. C'est aussi cela qui se joue en Wallonie. Et nous comprenons parfaitement les inquiétudes qui se font jour, qui sont dues à ces 30 années de dérégulation. Et d'ailleurs, depuis ma nomination, j'ai porté beaucoup de ces préoccupations au niveau international. Sur le TAFTA, dont nous avons demandé la fin, je l'ai fait encore au Conseil de Bratislava et nous continuerons à le faire. Au moment où j'ai été nommé, les discussions sur le CETA étaient terminées. Mais malgré cela, la France, avec d'autres pays européens, a obtenu beaucoup de progrès sur l'arbitrage. Remplacement de l'arbitrage par une Cour de justice commerciale internationale, c'est la première fois qu'un État important, après la victoire du Premier ministre Trudeau aux élections, accepte de le faire. C'était inenvisageable pour le gouvernement conservateur d'avant. Une déclaration est négociée avec l'Union européenne et le Canada pour graver dans le marbre un certain nombre de principes. Le principe de précaution, l'accord de Paris, auquel la France a demandé une référence, parce que l'accord a été négocié avant le CETA, pour montrer que c'est un accord évolutif qui prend en compte les préoccupations environnementales. Le respect des services publics, l'idée que la coopération réglementaire ne peut en aucun cas s'imposer aux États. Et donc, les lignes sont en train de bouger en Europe et dans le monde, grâce à l'action de la France avec ses partenaires européens. Et la question sur le CETA, c'est voulons-nous être du côté du statu quo, qui garde l'arbitrage, qui garde le laisser-faire, laisser-aller, voulons-nous être sur un nouveau type d'accord qui commence ici à se construire. Merci. La parole est à Monsieur Arnaud Viala. Monsieur le Premier ministre, à l'instar du chef de l'État, qui préfère confier ses pensées profondes et ses choix stratégiques à des journalistes plutôt qu'à son propre gouvernement, vous semblez préférer les annonces médiatiques au débat de cet hémicycle et donc à l'exercice de la démocratie. Dans un courrier au sujet de la situation internationale et du démantèlement de la jungle de Calais, je vous demandais de bien vouloir m'éclairer sur votre vision des raisons qui conduisent des milliers de malheureux à s'échouer au mieux sur nos côtes, au pire dans les eaux meurtrières de la Méditerranée. Sur la réponse qu'apporte ou n'apporte pas l'Europe à l'arrivée de ces populations sur son sol, sans qu'aucun dispositif d'accueil digne de ce nom ne soit prévu. Sur les modalités du démantèlement du centre de Calais. Sur votre décision unilatérale d'organiser, je cite Monsieur le ministre de l'Intérieur, l'accueil de migrants dans les départements sur l'ensemble du territoire, puisque, je cite toujours, il s'agit d'une exigence de solidarité nationale et de respect de la dignité humaine. Je le dis haut et fort et n'accepterai pas que vous donniez à penser qu'il en est autrement. En posant ces questions, nous ne sommes ni insensibles au drame humanitaire qui se déroule sous nos yeux, ni racistes, ni désireux de voir cette misère concentrée ailleurs. Nous sommes simplement des élus de la nation qui exigent d'être informés de ces problèmes majeurs de notre pays. Des élus et habitants de territoires inquiets à juste titre. Des Français horrifiés par la montée inexorable de sentiments de rejet et de haine que suscite l'absence de concertation totale pour laquelle vous avez opté sur ce sujet. Je réitère donc mes questions. Quand organiserez-vous un vrai débat dans cet hémicycle sur la question des migrants? Quand considérerez-vous enfin que si effort national il doit y avoir, les territoires de France ne peuvent pas être les otages passifs de vos atermoiements? Merci. La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le député, personne n'a dit que vous étiez, vous ou vos collègues, insensibles et encore moins racistes. Le sujet n'est pas là. Oh, Monsieur Jacob. Allez. Personne. On va écouter la réponse du Premier ministre. Vous avez posé des questions qui sont tout à fait légitimes, comme parlementaire, comme élu local. De quoi s'agit-il? Oui, il y a un drame à nos frontières, à quelques heures d'avion. Ce sont les migrants, soit qui viennent de la Corne d'Afrique, qui meurent en Méditerranée,
beaucoup sont sauvés, il faut le dire aussi, grâce aux ONG, grâce à l'Union européenne, grâce à la participation de la France. Et puis il y a bien sûr, nous l'évoquerons dans un instant, les drames des réfugiés liés à la guerre en Irak et surtout en Syrie, avec des millions de déplacés. Face à cela, l'Europe, je l'ai évoqué tout à l'heure, a et doit apporter encore une réponse bien plus forte, dont nous savons que d'abord la résolution passe par la diplomatie, par l'action militaire aussi, nous y reviendrons. Il faut aider les pays qui accueillent les réfugiés d'abord. Je pense à l'Italie et bien sûr à la Grèce. Il faut aussi organiser mieux nos frontières extérieures, celles de l'Union européenne. Nous n'avons, nous, jamais dit que nous allions accueillir tous les réfugiés, tous les migrants. C'est un choix différent de celui, par exemple, de l'Allemagne. Mais nous avons dit que nous assumerions nos responsabilités dans le cadre du plan européen de relocalisation de 180 000 réfugiés européens. Nous avons dit que nous prendrions notre part, 30 000, sur 2 ans. Et puis, nous assumons nos propres responsabilités sur Calais. S'agit-il de 1,5 million, 1 million, 500 000, 100 000 réfugiés? Non. Il s'agit de plusieurs milliers de réfugiés, pour la plupart, sans doute 80%, qui auront le droit d'asile dans notre pays, entre 5 000 à 7 000 personnes qui sont sur Calais. Comment s'organiser? Bernard Cazeneuve a eu l'occasion de le rappeler hier, par une relocalisation sur l'ensemble du territoire. Oui, c'est quand même assez extraordinaire que les mêmes qui nous parlent de l'autorité de l'État, quand l'État assume ses responsabilités en matière d'accueil, sont aujourd'hui les chantres de la démocratie participative un peu partout dans chaque département. Et je le dis calmement, Monsieur Goasguen, même si je sais que vous avez eu un rôle de modération, honnêtement, ce que nous avons vu dans le 16e arrondissement concernant l'accueil des SDF n'a pas donné la plus belle image de ce que peut être l'accueil vis-à-vis de ceux qui ont besoin de la solidarité. Donc oui, nous assumerons, ça ne sert à rien. Vous me l'avez reproché, Monsieur Goasguen, de brandir comme ça ce droit menaçant. Cela ne m'impressionne pas. Donc nous assumons nos responsabilités. Et nos responsabilités, c'est faire en sorte que 6 000 à 8 000 personnes, des hommes, des femmes, des familles, des enfants, puissent être accueillis dans les meilleures conditions pour savoir s'ils ont droit ou non ensuite à l'asile, 80%. L'autre jour, j'étais à Épernay. Et à Épernay, j'ai vu ce qu'on pouvait faire, une petite unité, des opérateurs, des associations, des professionnels comme des bénévoles qui font tout pour que ce droit d'asile vive dans les meilleures conditions et prépare l'intégration de ces personnes, intégration sociale, apprentissage du français, respect de nos valeurs. Ceux qui n'ont pas droit à l'asile devront être reconduits à nos frontières. Voilà ce qu'est la France. J'étais interrogé tout à l'heure sur la place de la France en Europe et dans le monde. Eh bien, assumer avec maîtrise, responsabilité et sérieux, mais assumer nos responsabilités et nos valeurs, c'est ça la France. Et je pense que de ce point de vue-là, les uns et les autres, nous pourrions avancer ensemble. Et j'étais à Épernay l'autre jour et on me rappelait l'homme qui avait été le maire d'Épernay, Bernard Stasi, et qui donnait une belle image de ce que pouvait être la générosité et la droite française. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur Jean-Luc Laurent. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le ministre, le premier grand appel pour une taxation sur les transactions financières date de 1997, il y aura bientôt 20 ans. Cet appel fondateur d'Attaque reprenait l'idée déjà ancienne d'un économiste qui n'avait rien d'un négationniste économique, le prix Nobel James Tobin. Cet appel qui a 20 ans est toujours d'actualité. Et depuis 2012, tous les ans, on nous annonce que la taxe sur les transactions financières interviendrait l'année prochaine. Il y a quelques jours à Luxembourg, en marge de l'Eurogroupe, les ministres des États volontaires pour mettre en place, dans le cadre d'une coopération renforcée, une taxe européenne sur les transactions financières, ont eu une réunion importante et constructive. Dans une Europe qui nous habitue au pire, c'est une bonne nouvelle, même si le processus est extrêmement lent.
La Commission européenne est missionnée pour préparer un projet. Pour s'assurer que Goldman Sachs ne tienne pas le stylo, il vaudrait mieux que les États le rédigent eux-mêmes. La base serait large, c'est-à-dire avec les produits dérivés, mais ni son taux ni son affectation ne sont connus. J'aimerais que le gouvernement nous éclaire sur les conclusions de cette réunion et sur la suite des événements. Et puis, la réunion de Luxembourg est aussi rassurante parce que depuis le vote du Brexit, les discours sur la main tendue aux traders de la City prolifèrent, y compris à gauche. Les financiers sont peut-être les bienvenus, mais les faire venir n'est ni une priorité, ni un motif de cadeau. D'ailleurs, cette perspective européenne très tardive ne doit pas nous interdire de prendre des initiatives nationales. Plusieurs amendements parlementaires dans le débat sur les discussions budgétaires. La parole est à M. Michel Sapin, ministre des Finances et de l'Économie. Merci, Monsieur le Président. Merci, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Laurent. Je partage et votre conviction et votre impatience. Votre conviction, et elle est partagée évidemment très largement par cette majorité, c'est aussi celle qu'a exprimée très clairement le Président de la République, c'est que nous avons besoin, dans le monde d'aujourd'hui, dans la mondialisation d'aujourd'hui, d'une taxe sur les transactions financières qui soit la plus large possible, qui permette à la fois de sélectionner les bons mouvements et d'éviter ou de renchérir les mouvements purement spéculatifs et qui en même temps permettent aussi de rapporter un certain nombre de millions nécessaires, par exemple à l'aide au développement qui doit toujours être plus élevée si on peut le faire et dont on doit le faire. Je partage aussi votre impatience parce que je participe au débat au niveau européen. C'est le bon niveau, le niveau européen, pour mettre en place une taxe sur les transactions financières. Et cela fait des mois et des mois, vous le disiez, des années et des années qu'au niveau européen, nous travaillons sur ce sujet. Mais comme vous l'avez dit, le 10 octobre dernier, à Luxembourg, un pas extrêmement important a été franchi. Les 10 pays qui travaillent ensemble, on appelle ça la coopération renforcée, pour créer cette taxe sur les transactions financières, se sont mis d'accord explicitement sur les principes. Et les principes les plus importants, c'est qu'est-ce qu'on veut taxer. Et ce que l'on taxera, c'est large. Et à un moment donné, c'était que les actions. Mais on le fait déjà, y compris en France. Et puis il fallait éviter tel produit ou tel produit. Non, là, ce sera extrêmement large. Nous devons travailler bien sûr aussi sur son taux et sur son affectation. Mais le plus difficile, c'était de se mettre d'accord sur les principes eux-mêmes. Qu'est-ce que l'on doit taxer? Cet accord est aujourd'hui acquis. Cet accord est un accord politique des 10. J'ai craint à un moment donné qu'il y en ait un ou deux qui quittent cette coopération renforcée et qu'à partir de là, nous n'ayons plus la capacité de créer cette taxe au niveau européen. Ce sera le cas. Cette taxe sera créée. Nous y travaillons. La Commission nous fera des propositions extrêmement précises, juridiquement opérationnelles, d'ici à la fin de cette année. La parole est à Madame Bérengère Poletti. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, l'agriculture française était leader en Europe. Nous avons désormais reculé à la 3e place pour les exportations européennes. La compétitivité de notre agriculture est très faible comparée à celle de nos voisins. Nos agriculteurs meurent en silence parce qu'à l'inverse des autres pays d'Europe, les charges pèsent plus lourdement sur eux, les contraintes sanitaires, environnementales, économiques qu'on leur impose sont plus lourdes. Près de la moitié de nos éleveurs sont dans le rouge. Dans ce contexte déjà très difficile, un projet d'arrêté interministériel envisagerait de durcir drastiquement les règles d'application des produits phytosanitaires. On élargirait les zones concernées de manière extrêmement importante. Ces zones ne se limiteraient plus aux abords des points d'eau, mais le long des fossés, le long des forêts, le long des bosquets, le long des landes, le long des zones non cultivées adjacentes. C'est vrai, il faut diminuer l'usage des produits phytosanitaires. Mais ce qui se trame serait redoutable pour l'agriculture française et d'une grande brutalité. 4 millions d'hectares de surface impactées, 7 milliards d'euros de pertes de chiffre d'affaires par an. Rien que dans les Ardennes, cela ferait perdre 15 à 20% de terres cultivables, et ceci sans aucun dédommagement. Dans aucun pays en Europe, les gouvernements n'imposent cela à leurs agriculteurs. Les mesures agro-environnementales et climatiques sont un outil intéressant, incitatif, pédagogique pour aboutir à cette transition écologique nécessaire. Cependant, tous les agriculteurs n'y ont pas accès. Les aides MAE de 2016 n'ont d'ailleurs pas été intégralement versées. Aussi, Monsieur le Premier ministre, pour
ce sujet, qui est un sujet agricole, environnemental et sanitaire, est l'objet de réunions interministérielles actuellement, quand permettrez-vous à nos agriculteurs de travailler dans les mêmes conditions que nos collègues européens? Merci. La parole est à monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Monsieur le Président, Madame la députée, là encore, vous êtes en train de faire un tableau. Je voudrais vous rappeler d'ailleurs que la baisse la plus forte de la place de la France dans les exportations agricoles et agroalimentaires, elle est entre 2008 et 2012. Que depuis un an, je vous le dis au passage, nous avons redressé, augmenté nos exportations et amélioré la balance commerciale. Deuxième point, Madame la députée, pour que les choses soient claires simplement, quand nous sommes arrivés, il y avait autour de 750 millions de baisse de charges pour les agriculteurs. Aujourd'hui, c'est 1,8 milliard. Vous me parlez de la baisse des charges, je vous donne des résultats, les vôtres et les nôtres. Donc il faut être honnête entre nous. Et quand je vois d'ailleurs que dans les débats que vous avez Monsieur Jacob, je vous indique qu'avec moins 100 ou moins 150 milliards de dépenses publiques, je dis aux agriculteurs tout de suite, ils risquent de ne plus avoir de baisse de cotisation ni de cotisation là, demain, si jamais, bien sûr, et ça n'arrivera pas, vous gagneriez la présidentielle. Enfin, sur la question de l'arrêté, là encore, qu'est-ce que je puis dire d'autre que vous me parlez d'un arrêté qui n'existe pas? Vous me faites une description apocalyptique de ce qui se passerait s'il y avait l'arrêté tel que vous l'avez. Quel est cet arrêté? Qui vous a donné cet arrêté? La preuve, c'est qu'il n'est pas sorti cet arrêté puisque je n'ai pas signé d'arrêté. Donc, on me parle d'un arrêté, j'ai bien compris comment ça se passe, je suis suffisamment bien informé pour savoir quelquefois qu'on peut engager des débats avec des arrêtés qui sont éventuellement discutés, mais il n'y a pas cet arrêté. L'objectif, il est clair, et je vous l'ai dit, on aura à appliquer les lignes directrices européennes qui s'appliquent depuis 2016. Vous êtes à la Commission des affaires sociales, il paraît que vous occupez beaucoup de santé. On doit tenir compte de la santé de nos concitoyens. Deuxièmement, on doit tenir compte des règles environnementales. Et troisièmement, on doit permettre aux agriculteurs de travailler dans de bonnes conditions. Moi, j'ai toujours été sur cette ligne, ça n'a pas toujours été le cas. La parole est à monsieur Jean-Luc Blunven. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le secrétaire d'État, je souhaite vous interroger sur l'aide apportée par l'Union européenne au développement des territoires. Montagneuse, isolée, maritime, l'Union européenne se compose de très nombreuses régions au profil et au niveau de développement bien distincts. Pour certains territoires, dans un contexte de crise multiple et face aux réalités de la mondialisation, le développement reste un défi malgré les efforts mis en place depuis des années. Nos concitoyens ont souvent l'image d'une Europe qui reste sourde aux demandes de nos régions les plus fragiles, d'une Commission européenne sans accroche locale. Depuis des dizaines d'années, l'Union européenne poursuit l'ambition de créer un ensemble plus dynamique et moins inégal, mais nous sommes encore bien loin de la réalité. Ma question concerne donc plus précisément l'avenir de l'arc atlantique. En Bretagne, les investissements européens sont très visibles. Cette région dispose d'une enveloppe du Fonds européen de développement régional de 307 millions d'euros au titre de la programmation 2014-2020. Au sein de ma circonscription, grâce à l'investissement territorial intégré, Brest Métropole bénéficie d'une aide de 10 millions d'euros pour faire émerger et accompagner des projets sur le territoire. Le téléphérique urbain est une de ces initiatives innovantes possibles grâce à cette aide de l'Union européenne. Les investissements de la région sur le port de Brest témoignent également d'une volonté de nous raccrocher à nos voisins par la mer. Il existe de ce point de vue de nombreuses opportunités de développement avec nos pays voisins maritimes. L'Arc Atlantique, cette association promeut une coopération plus ambitieuse dans un contexte européen de plus en plus incertain. Les régions atlantiques partagent un littoral attractif qui offre une haute qualité de vie, mais surtout un haut potentiel pour les filières innovantes. En s'ancrant dans l'autoroute de la mer reliant les ports de Liverpool, Brest et Lexos, ou encore en étudiant la possibilité de bénéficier de la production électrique de l'Irlande, la Bretagne a pris conscience de ces opportunités en termes d'aménagement du territoire et de développement énergétique. Cependant, le référendum britannique de juin dernier pourrait remettre en cause cette coopération. Monsieur le secrétaire d'État, pouvez-vous nous éclairer sur l'impact du Brexit sur les coopérations au sein de l'arc atlantique? Merci. La parole est à monsieur Harlem Désir, secrétaire d'État chargé des affaires européennes. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Luc Blunven, Monsieur le député, vous évoquez le rôle des financements européens dans votre région, la Bretagne, et j'ai pu moi-même constater au cours d'un déplacement à Brest l'an dernier, auquel vous étiez présent, la contribution de ces fonds européens au projet d'aménagement du plateau des Capucins, au développement
du port de Brest, au nouveau téléphérique urbain, vous venez de le rappeler. Comme vous le soulignez, cette contribution des fonds européens à l'investissement dans nos territoires est malheureusement trop souvent méconnue. Ce sont pourtant 26 milliards d'euros qui seront mobilisés au cours de la période 2014-2020 au titre des fonds européens structurels et d'investissement en partenariat avec les régions françaises. Alors vous m'interrogez plus particulièrement sur l'avenir de l'arc atlantique dans le contexte du Brexit. Depuis plus de 25 ans, l'arc atlantique est une des coopérations interrégionales européennes les plus dynamiques qui mobilise des acteurs territoriaux qui vont de l'Écosse à l'Andalousie en passant par la Bretagne et d'autres régions françaises. La décision du Royaume-Uni de quitter l'Union européenne ne doit pas affecter la vitalité de cette coopération. D'abord parce qu'après le déclenchement de l'article 50, qui interviendra au plus tard en mars 2017, une période de négociation de 2 ans va s'engager sur les conditions de sortie du Royaume-Uni, mais aussi sur les relations futures entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Ensuite, parce que la participation de régions de pays tiers, ce que deviendra le Royaume-Uni après sa sortie, est d'ores et déjà prévue dans la réglementation relative aux coopérations territoriales européennes. Ces coopérations pourront donc continuer si tel est le choix des deux parties et elles se poursuivront dans un modèle futur de rapport entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Donc l'élan, le travail remarquable qui ont été engagés par les acteurs locaux doit être poursuivi parce que c'est l'intérêt de nos territoires, de nos concitoyens et des projets auxquels la Bretagne participe. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur François Rochebloine. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, le piège turc est en train de se refermer sur l'Europe. Le président Erdogan, à qui l'Union européenne a confié la gestion de ses frontières et le contrôle des arrivées des migrants, demande aujourd'hui des comptes. On est arrivé à la fin du jeu, déclare-t-il, semant ainsi les Européens de se prononcer une bonne fois pour toutes sur l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Le président de la République et vous-même n'avez plus le choix. Vous devez maintenant sortir de l'ambiguïté dans laquelle vous vous êtes confortablement réfugié depuis la crise migratoire. Vous devez aujourd'hui répondre de cet accord inacceptable passé avec la Turquie et de ses conséquences, ce que vous avez refusé de faire lorsque nous vous avons demandé d'en débattre ici à l'Assemblée nationale. Monsieur le Premier ministre, oui ou non, allez-vous exempter les ressortissants turcs de visa? Oui ou non, allez-vous verser l'aide financière prévue par l'accord à la Turquie? Sans réponse claire de votre part, cela signifierait que la France, jusqu'ici hésitante et inaudible, aurait définitivement renoncé à porter l'idée d'une politique européenne commune de gestion des flux migratoires. Mais surtout, Monsieur le Premier ministre, allez-vous avoir enfin le courage de faire entendre la voix de la France en Europe en disant non de manière ferme et définitive à l'adhésion de la Turquie? L'esprit de responsabilité exige de ne pas donner de faux espoirs à la Turquie. Je vous remercie et j'espère avoir une réponse de Monsieur le Premier ministre lui-même. La parole est à Monsieur Harlem Désir, secrétaire d'État chargé des affaires européennes. Merci, Monsieur le Président. Il ne peut pas répondre à toutes les questions, députés, Monsieur reconnaissez-le. le député François Rochebloine, je tâcherai quand même de vous répondre. Et le Premier ministre s'est exprimé tout à l'heure pour ce qui était des relations avec la Turquie. Mais votre question porte plus particulièrement sur l'impact de l'accord qui a été passé entre l'Union européenne et la Turquie le 18 mars à propos de la crise migratoire. D'abord, je veux quand même noter que cet accord a permis une réduction significative des flux de migrants en Méditerranée orientale, avec une diminution des naufrages et donc des morts dans cette partie de la Méditerranée. Il y a aujourd'hui une légère, mais je vais répondre très précisément, une légère augmentation des arrivées en Grèce ces derniers mois, mais on est toujours à une centaine d'arrivées par jour. C'est sans commune mesure avec les 2 à 3 000 arrivées par jour que l'on constatait dans les îles grecques avant cet accord. Donc la bonne mise en œuvre de cette déclaration, de cet accord entre l'Union européenne et la Turquie reste essentielle pour éviter que ne se répète la situation de 2005 avec tous les drames humains qui l'ont accompagnée. La Turquie comme l'Union européenne doivent donc tenir leurs engagements dans le cadre de cet accord. Vous m'avez interrogé sur la contribution financière. Oui, l'Union européenne continue à mobiliser des fonds pour venir en aide aux réfugiés syriens qui sont en Turquie. Nous devons également veiller à ce que de nouvelles routes d'immigration illégale
ne soit pas ouverte. Concernant les visas, il y a 72 critères qui ont été fixés, dont une modification d'une loi sur le terrorisme. Il appartient désormais aux autorités turques de progresser dans la mise en œuvre de ces critères. Parallèlement, la France demande, avec l'Allemagne, qu'il y ait une révision du mécanisme de suspension du régime sans visa entre l'Union européenne et un pays tiers pour qu'il soit plus efficace et plus rapidement activable. Donc il n'y aura pas de libéralisation des visas si les critères ne sont pas remplis. Concernant l'adhésion, très peu de chapitres ont été ouverts et de toute façon, cela ne préjuge en rien d'une adhésion future de la Turquie à l'Union européenne. Merci. La parole est à monsieur Gilles Lurton. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre du Travail et de l'Emploi. Madame la ministre, l'augmentation ininterrompue des chiffres du chômage depuis le début de ce quinquennat s'est encore aggravée au mois d'août. Plus de 750 000 jeunes restent sans emploi ni formation, bien au-dessus de la moyenne européenne. Nous avons dans notre pays un taux de chômage des 15-24 ans très supérieur à celui de l'Allemagne, des Pays-Bas ou du Royaume-Uni. Selon l'Organisation de coopération et de développement économique, ces pays ont fait le choix de l'association des études et du travail en encourageant le développement de l'apprentissage. L'Allemagne, comme le Royaume-Uni, ont mené une réforme de l'apprentissage de grande ampleur depuis 2009 en intégrant les principes fondamentaux de performance et d'autonomie. Les résultats sont là. Dans ces pays, les chômages diminuent. Pour ce qui vous concerne, vous avez fait le choix, dès le début du quinquennat, de privilégier la montée en puissance des emplois d'avenir. 10 milliards d'euros y ont été consacrés au détriment de l'apprentissage, qui pourtant constitue une véritable insertion vers l'emploi. Dans un rapport du mois d'octobre, la Cour des comptes dénonce un enchevêtrement de dispositifs qui concernent majoritairement le secteur non marchand et qui sont générateurs de dépenses publiques sans créer d'activité. Les formations pour ce type de contrat ne sont pas suivies parce qu'elles ne produisent aucune qualification. C'est ce que nous n'avons cessé de dénoncer depuis le début du quinquennat. Mais malgré les conclusions de ce rapport, vous persistez alors que la Cour des comptes demande de redéployer les crédits vers des dispositifs d'accompagnement plus efficaces comme l'apprentissage. Alors, Madame la Ministre, allez-vous suivre les conclusions de ce rapport et prendre exemple sur les autres pays européens? Merci. La parole est à Madame Myriam El Khomri, ministre du Travail, de l'Emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Gilles Lurton, je ne vais pas commencer par une bataille des chiffres. En effet, nous faisons partie de la moyenne haute en Europe en termes de chômage des jeunes. Mais par contre, j'ai une appréciation qui est différente de la vôtre, c'est que nous sommes à un niveau, s'agissant du chômage des jeunes, je le dis ici précisément, à un niveau quasiment stable par rapport à mai 2012. Néanmoins, nous sommes en effet dans une moyenne haute. Et la réalité, à partir de là, qu'est-ce que nous avons mis en œuvre ? Nous avons clairement travaillé sur la question de l'orientation scolaire et notamment de lutter contre les jeunes qui sortent du système scolaire sans qualification. Nous sommes passés en effet de 150 000 à 110 000 jeunes qui sont dits NEET tous les ans. Donc c'est un point qui est essentiel et nous y travaillons avec la ministre de l'Éducation nationale. Deuxième aspect, la formation. En effet, il faut porter un regard critique sur notre pays en matière de formation. Et nous savons que la question de l'accès à un niveau de qualification est porteur derrière, bien évidemment, sur le marché de l'emploi. Donc à partir de là, dans le cadre par exemple du plan 500 000 formations supplémentaires que nous mettons en œuvre avec les présidents de région, que nous portons avec Clotilde Walter et les partenaires sociaux, 25% de ces formations sont en direction des jeunes, notamment, pour lutter contre cela. Et puis, nous avons mis en place, dans le rapport de la Cour des comptes, il y a une autre donnée qu'ils n'ont pas prise en compte. C'est dommage, puisqu'il y avait un rapport de la DARES qui est sorti le 5 octobre dernier, qui montrait bien que 3 jeunes sur 4 en emploi d'avenir ont bénéficié d'une formation et que la moitié ont bénéficié d'une formation certifiante. Et c'est bien sûr essentiel. Et puis, il y a la garantie jeune. Dans le cadre de la loi travail, nous avons porté 2 choses. La première, c'est l'obligation de publier les taux d'insertion sur les voies de formation, qui est un élément important pour l'orientation, et bien sûr sur l'apprentissage, pour valoriser de ce point de vue-là. Et nous avons depuis une entrée, plus 5% d'entrée en apprentissage, donc nous continuons justement dans cette voie-là. La parole est à Monsieur Thierry Benoît. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre,
Je voudrais vous interroger au nom du groupe UDI sur le CETA, traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, qui sera signé semaine prochaine à Bruxelles. Malheureusement, de nombreuses réserves demeurent sur ce texte, sur la méthode employée et surtout sur l'ordre des priorités. Sur le fond, le porte-parole du gouvernement répète que ce texte offre des garanties. Pourtant, ce traité risque de déstabiliser de nombreuses filières agricoles en augmentant par 10 les importations de viande bovine en Europe. Nos normes sociales et environnementales pourraient aussi être bradées par le CETA, qui serait, de l'aveu même de Nicolas Hulot, incompatible avec l'accord de Paris sur le climat. Sur le calendrier, on a une nouvelle fois sacrifié l'essentiel à l'accessoire. Le gouvernement français, comme la Commission européenne, se sont trompés de priorité. La priorité, c'était l'achèvement du marché unique, c'était l'harmonisation des normes, non pas avec des pays tiers, mais ici, en Europe, et surtout maintenant. La priorité, c'était la réforme de la PAC. Doter enfin l'Europe d'un mécanisme de sécurisation des marges et des revenus agricoles. La priorité, Monsieur le ministre, ce n'était pas un nouveau traité international, c'était de consolider l'Union européenne pour affronter la compétition mondiale. Sur tous ces dossiers, la France, je le regrette, reste encore bien inaudible et inefficace. Enfin, concernant la méthode, l'opacité demeure. J'interroge donc le gouvernement. Estimez-vous que le CETA était la priorité? Et enfin, trouvez-vous légitime que cet accord entre en vigueur dès 2017, avant même sa ratification par les parlements nationaux? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Matthias Fekl, secrétaire d'État chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Thierry Benoît, nous entendons parfaitement les inquiétudes qui s'expriment dans nos campagnes. Je suis moi-même élu d'un département qui compte plus de 70 productions agricoles différentes, Lot-et-Garonne, et nous savons les difficultés que rencontrent les agriculteurs. Mais nous savons aussi que notre agriculture, dans bien des domaines, est exportatrice et a besoin d'une politique commerciale pour ouvrir de nouveaux marchés. Beaucoup de filières nous demandent d'ailleurs d'obtenir des ouvertures de marché à condition, évidemment, que les accords soient bien négociés. Et cette diplomatie des terroirs que nous menons dans le cadre de la diplomatie économique est précisément destinée à ce que l'agriculture et l'agroalimentaire, qui, n'en déplaise à certains, est notre deuxième excédent commercial français, puissent continuer à exister dans le monde et puissent continuer à travailler. C'est pour ça que lorsque les accords sont mauvais, nous les dénonçons, mais nous ne sommes pas favorables à une position où la France, tout d'un coup, dirait non à tout sans regarder le fond. Lorsque les accords sont mauvais, nous disons non. Lorsque les accords sont globalement positifs, nous disons oui. Des progrès ont été obtenus et la France a demandé, encore une fois, je m'étais engagé devant vous, à ce que les parlements nationaux aient le dernier mot. C'est aujourd'hui garanti et y compris l'application provisoire de tout ce qui relève du niveau européen serait remis en cause si vous, Mesdames et Messieurs les députés, décidiez de dire non. Sur l'agriculture, l'accord reconnaît des indications géographiques, 42 indications géographiques françaises reconnues, et il y a un mécanisme qui permet d'ajouter des indications géographiques, c'est l'article 20-22, si on constate qu'il y a des problèmes. Il est question des quotas globaux, et il est vrai que le degré de quotas octroyé est élevé, mais nous sommes attentifs au sein de l'Union européenne à ce que les quotas globaux, négociation par négociation, ne dépassent pas un certain seuil. Il faudra d'ailleurs, avec le Brexit, les revoir pour prendre pleinement en compte de la nouvelle situation dans laquelle se trouve l'Europe agricole après la sortie du Royaume-Uni. Merci. La parole est à Monsieur Alain Suguenot. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Défense. Monsieur le ministre, un grand quotidien national titrait ce week-end « Nous bombardons Daesh en Irak et en Syrie, mais nous sommes incapables de contrôler nos banlieues ». Au-delà de la question de l'opportunité, est-ce raisonnable, voire efficace, de se lancer dans des offensives comme à Mossoul lorsque nous sommes incapables d'assurer la sécurité sur notre territoire? Il faut bien sûr combattre Daesh par tous les moyens. Nous savons pertinemment que ce n'est pas la France qui libérera Mossoul. Monsieur le ministre, les renforts venus de Mossoul ne risquent-ils pas de relancer depuis la Syrie la campagne d'Europe au cœur de la stratégie transnationale de Daesh? Ce n'est pas tant en Irak que le terrorisme se développe, vous le savez bien. C'est à partir de la Syrie que le djihadisme prolifère. C'est en Syrie qu'il doit être terrassé avant qu'il ne soit trop tard. Monsieur le ministre, nous ne pouvons plus nous permettre d'attendre le prochain attentat et de défiler en condamnant le terrorisme. Selon les experts, la bataille de Mossoul sera longue,
L'issue en sera incertaine et le drame humain qui s'en suivra risque de créer là aussi d'autres difficultés dont nous n'imaginons pas encore les conséquences. Notre priorité, au-delà du symbole de notre présence aux côtés des vainqueurs potentiels de Mossoul, doit bien sûr être de protéger notre territoire. Quand on fait la guerre, on doit assumer les conséquences. Les djihadistes ne se posent pas cette question. Nous devons être garants de la sécurité de nos concitoyens. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous rassurer sur ce point? Merci. La parole est à monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense. Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Suguenot, le Premier ministre irakien, M. Abadi, a décidé il y a 2 jours le lancement de l'offensive contre la capitale de Daesh, Mossoul. C'est la capitale de Daesh, c'est donc le lieu où se sont organisés, fomentés, décidés les attentats qui ont été commis en France. C'est la capitale de Daesh, notre ennemi. Et c'est la raison pour laquelle nous combattons en appuyant les forces irakiennes et les forces Peshmerga dans leur détermination à reconquérir Mossoul. C'est une question de sécurité pour notre territoire. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes actifs et nous sommes déterminés à l'accompagnement jusqu'à l'éradication de Daesh sur ce territoire. C'est vrai que ça ne règle pas tout, mais il faut d'abord toucher le centre, éliminer le centre pour pouvoir ensuite continuer à s'attaquer aux métastases. Alors cette bataille, c'est vrai, sera longue pour 3 raisons. D'abord parce que c'est la capitale de Daesh et donc ils se sont organisés en ligne de défense rigoureuse, en organisant des souterrains, en piégeant les entrées de ville. Elle sera longue parce que la population est importante, 1 500 000 habitants. Et elle sera longue aussi parce que nous avons des règles d'engagement extrêmement précises pour éviter les dégâts collatéraux. Et ces règles d'engagement seront scrupuleusement respectées pendant toute cette bataille. Et puis enfin, nous avons pris les moyens nécessaires pour assurer les conditions humanitaires minimum, puisque 750 000 places de réfugiés sont organisées aux alentours de Mossoul. Mais monsieur le député, la bataille contre le terrorisme, elle commence d'abord là-bas. Merci. La séance des questions au gouvernement sur des sujets européens est terminée. La séance est suspendue.